Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, La veuve d'Éphèse de Margaret Manners. J'avais besoin de deux choses pour reconstituer la trame de cette affaire. D'un petit complément d'information et de beaucoup de loisirs. À l'heure actuelle, je dispose de l'un et de l'autre. Aussi, puis-je vous raconter mon histoire et vous faire part de mes conclusions. Tout a commencé il y a 2 ans environ. Ce jour-là, Ella Gayner m'attend comme convenu à l'hôtel de la Renaissance. Je suis exact au rendez-vous. Ella Gayner représentait pour moi le parti idéal. C'est une veuve charmante, riche, très riche, et distinguée, très distinguée. Elle m'accueille avec calme, le calme d'une femme bien élevée qui reçoit l'homme qui l'a demandé en mariage et qui lui murmure à l'oreille des mots d'amour et la promesse d'une vie nouvelle. Car elle là, j'en ai maintenant la preuve, aspire à l'amour romantique, le grand amour, l'amour fou. Et c'est bien sur ce terrain que je me suis engagé. Je m'assois et j'accepte le verre qu'elle m'offre. Souriante, ravissante, elle me fait face dans sa robe élégante, sans bijoux d'aucune sorte, raffinement suprême. Nous échangeons 2 ou 3 banalités, et c'est elle qui, soudain, aborde un étrange sujet. « Oh, Clint, vous ne devinerez jamais à quoi j'ai pensé cet après-midi. Je me suis souvenu d'une histoire puisée dans l'œuvre de Pétrone, que Geoffrey, feu mon mari, m'a un jour racontée. » Tandis qu'elle marque une légère pause, guettant ma réaction, je me demande si je ne vais pas couper court à ces propos oiseux pour aller droit au but, c'est-à-dire parler affaires. Enfin, je veux dire, parler mariage. Son mari qui l'a laissé veuve avec tout cet argent, c'est de l'histoire ancienne, alors qu'elle est le front de mentionner son nom, après ce qu'elle m'a avoué la nuit dernière. J'avoue que ça me dépasse. Certes, elle était un peu ivre. Peut-être a-t-elle tout oublié. Curieux, je la laisse poursuivre. Elle là me raconte alors l'histoire d'une aimante et chaste épouse dont le mari venait de mourir. Profondément affligée, la veuve accompagna le corps du défunt au tombeau et resta là, à le pleurer, se laissant dépérir de chagrin et d'inanition. Or, il advint qu'un beau et jeune militaire fut appelé à monter la garde devant les cadavres de criminels exécutés aux environs. En ces temps-là, on les crucifiait. Le garde avait pour devoir d'empêcher que les familles ne viennent déclouer les corps et les emporter, au fin de leur assurer une sépulture décente. Le fin du fin réside en ce que, jusqu'alors inconsolable, la chaste veuve éplorée s'éprit du beau militaire. Mais un garde ne peut en même temps sacrifier à Vénus et demeurer vigilant à son poste. Quand le soldat retourna devant les croix macabres, l'un des corps manquait. Fait très grave, car le garde, qui perdait un cadavre, le payait de sa propre vie. Le malheureux soldat s'en fut donc retrouver la veuve dans sa souterraine retraite et lui déclara que c'en était fait de lui. Puis, il tira son glaive. Il n'attendait pas la disgrâce. Il allait se tuer là, sous les yeux de la veuve, non sans avoir dit à celle-ci qu'elle pourrait ranger sa dépouille auprès du corps de son mari, afin de les veiller tous les deux à la fois. Horrifiée, la veuve, qui l'aimait déjà autant qu'elle avait aimé son mari, sauva la vie du garde en lui livrant le cadavre de son mari pour remplacer le corps qui manquait sur l'une des croix. Ainsi, tout était pour le mieux,
dans le meilleur des mondes. Voyez-vous, je ne peux m'empêcher de me demander s'il y a une morale à cette histoire et pourquoi elle-là vient de me la raconter. Je trouve pour ma part effarant qu'elle ait le toupet d'évoquer ce genre de sujet après ce qu'elle-même a fait à son mari. Je ne peux m'empêcher de lui dire que tout cela n'est pas de très bon goût. Certes, me répond-elle, l'idée de la substitution aurait dû venir au soldat et non à la veuve. Il aurait dû sauver sa vie pour son salut à elle, sachant qu'elle ne pourrait survivre à la perte d'un nouvel amour. Je lui ai demandé alors si elle a fait cette même remarque à son mari quand celui-ci lui a raconté cette histoire. Oui, Clint. Et cette remarque l'a étonné, car, d'après lui, les gens interprètent plutôt cette légende comme l'illustration de l'inconstance féminine. C'est alors qu'il m'a déclaré « Ella, je désire qu'après ma mort, tu sois circonspecte, ma chère, car on pourrait abuser d'un tempérament comme le tien. » Je décide alors qu'il est temps de mettre un terme à notre aventure. Moi aussi, Ella, je suis très étonné par votre remarque. Mais il est probable que l'aimante veuve d'Éphèse avait, elle aussi, assassiné son époux. Oh, Clint, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais si, Ella, et si, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Ella, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé entre nous la nuit dernière? Nous avons fait l'amour, Ella, toute la nuit. Et vous rappelez-vous de ce qui s'est passé ensuite? Nous sommes allés en divers endroits. Nous étions très gais. Nous avions bu du champagne, beaucoup de champagne. Vous étiez parfaitement ivre, ma chère. Ivre à tel point qu'au cours de notre joyeuse journée romantique, vous vous êtes laissé aller aux confidences. Vous m'avez confessé l'assassinat de votre mari. Alors que votre Jeffrey chéri était malade, vous lui avez fait absorber une substance qui a causé sa mort. Et vous n'avez jamais été soupçonné. Ce n'est pas vrai, Clint. Non. Vous ne vous en rappelez peut-être pas, là, mais c'est la vérité. Vous comprendrez que dans ces circonstances, je ne peux vous épouser. Très bien, Clint. Je comprends. Je ne vous retiens donc pas. Allez-vous-en maintenant. Vous avez du cran, Ella, ça, je dois le reconnaître. Mais je partirai quand bon me semblera, ma toute belle, quand tout sera réglé entre nous. Pour l'instant, asseyez-vous, s'il vous plaît, et écoutez-moi très attentivement. Voyez-vous, Ella, j'étais prêt à faire le grand saut, à m'unir à vous par les liens sacrés du mariage, bien que vous ne soyez pas du tout mon genre. Brusquement, Ella se lève. « Clint, je vous laisse encore une dernière chance. Sortez immédiatement et j'oublierai tout. » Ella, ne faites pas la sotte, s'il vous plaît. Je ne veux ni vous épouser, ni m'en aller ainsi. Notez que la conjoncture actuelle m'offre tous les avantages d'un mariage avec vous, tout en m'épargnant les inconvénients. Quelle chance pour moi que le champagne vous fasse cet effet-là. Tout ce qui nous reste à fixer à présent, c'est le montant de la somme que vous allez me payer. Clint, mais c'est du chantage. À tout prendre, reconnaissez, chère Ella, que c'est moins grave qu'un assassinat. Vous n'avez rien à craindre. Aussi longtemps que vous me paierez suivant nos conventions, votre secret sera bien gardé. Montrez-vous raisonnable. Ne m'obligez pas à rapporter votre confession à la police. J'imagine qu'une enquête exhumerait pas mal de choses en même temps que le corps de votre pauvre mari. Très bien, Clint. Finissons-en. Ella s'approche vivement d'un petit secrétaire. J'ai ici un objet de grande valeur. Je vais vous le montrer. Elle ouvre un tiroir et je cueille au vol le serpentin brillant qu'elle jette vers moi. C'est un magnifique collier de diamants. Il brille de mille feux.
Ce collier vaut certainement une fortune, là, mais très peu pour moi. Non, je ne suis pas idiot. Non. Ni chèque, ni bijoux. Rien que de l'argent liquide. Si je tentais de vendre ça, on me questionnerait. Et en admettant même qu'on ne me pose aucune question, je me verrais contraint de céder l'objet au tiers de sa valeur. Non, là, ça n'est pas du tout ce que je veux. Je vais pour le lui rendre. C'est alors que je m'aperçois qu'elle n'a pas seulement pris le collier dans le tiroir du secrétaire. Elle braque à présent un revolver sur moi. Restez où vous êtes, Clint. Pas un geste. Voilà qui est inattendu. Inattendu et fâcheux. Où cette rocambolesque histoire d'amour va-t-elle me conduire? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Il semble que mon cœur s'est arrêté de battre. Et là, attendez, vous ne pouvez pas me faire ça, voyons. Vous n'allez pas me tuer aussi. Vous ne pouvez pas, voyons. On entendrait le coup de feu. Et la présence d'un cadavre dans votre appartement... Voyez-vous, Clint, je m'efforce de ne jamais enfreindre la loi. Mais lorsque cela m'arrive, je tente par tous les moyens de, maîtriser la situation. Consterné, je la vois décrocher le téléphone. Allô? Ici, Madame Ganner. Passez-moi la direction, je vous prie. Monsieur Malverton, ici, Madame Ganner. Puis-je vous prier de venir seul et immédiatement dans mon appartement? Puis elle raccroche, sans faire par ailleurs le moindre mouvement. Le revolver est toujours pointé sur moi, tenu par une main remarquablement ferme. Je suis furieux, mais également effrayé. Je me demande si elle ne connaît pas un détail qui m'aurait échappé. Peut-être qu'après tout ce temps, on ne retrouvera aucune trace de poison dans les restes de feu son mari. Mais ne craint-elle pas le scandale? Ah, cessez de faire l'idiote, elle lave. Je n'ai pas l'intention de vous saigner à blanc. Vous pouvez bien m'allouer une petite rente sans que cela diminue vraiment vos revenus. Je me contenterai de... Non, Clint. Non. Tout à l'heure, je vous ai laissé une chance de vous en tirer. À présent, mon pauvre Clint, il est trop tard. J'avoue que je commence à avoir vraiment peur. Va-t-elle me tuer, séance tenante, et raconter au directeur de l'hôtel une fable quelconque? Une tentative de vol, que sais-je? Que j'ai voulu m'emparer du collier, par exemple. Je jette le collier sur le tapis et je recule d'un pas. Soudain, 2 coups secs sont frappés à la porte. C'est le directeur de l'hôtel, monsieur Malverton. Elle le fait entrer. Il s'arrête net en voyant sa riche et respectable cliente, un revolver à la main. Mais reprend vite contenance. Que se passe-t-il, Madame Ganner? En quoi puis-je vous être utile? Il prend soin de fermer la porte et avance dans la pièce en évitant la ligne de tir. Ce qui arrive est infiniment désagréable et vous m'envoyez navré, monsieur Malverton. Mais je pensais qu'en l'occurrence, vous pouviez m'être de quelque secours. Monsieur Malverton, connaissez-vous cet homme? Pas vraiment, mais ce monsieur vient assez souvent à l'hôtel. Il fréquente le restaurant et le bar. En effet, monsieur Malverton, c'est dans un de ces endroits que j'ai fait sa connaissance. Il se montrait fort agréable et beau parleur. J'ai eu bien tort de l'écouter. Une femme seule doit faire très attention. Or, cet individu, monsieur Malverton, vient de me faire une offre étrange. Il voulait me vendre ce collier. J'ai trouvé la chose d'autant plus bizarre qu'il demandait pour ce bijou un prix beaucoup trop bas. Monsieur Malverton se baisse pour ramasser le collier et pousse une exclamation de surprise. Mais j'appelle immédiatement la police, Madame Ganner. Je suis à peu près sûr qu'il s'agit du collier volé tout récemment à une cliente de l'hôtel, Madame Clifton. Une affaire qui a fait du bruit. Bien que cloué sur place par cette nouvelle, je réagis aussitôt. Mais je n'ai jamais essayé de vous vendre ce collier, Madame Ganner. C'est vous qui me l'avez donné. Elle là prend un air de pitié amusée. Allons,
Mon petit monsieur, ce collier ne m'appartient pas. Tout le monde sait que je ne porte jamais aucun bijou. Si j'en avais envie, je pourrais certes m'en offrir, mais les bijoux ne m'ont jamais tenté. En outre, pourquoi aurais-je, moi, fait un pareil cadeau à un homme? Le directeur s'approche du téléphone. Ma conviction est faite, Madame Blenner, mais je vais appeler la police. Je bondis vers lui. Un instant, Monsieur Malverton. Cette femme a assassiné son mari et je suis parfaitement au courant. Aussi a-t-elle voulu acheter mon silence en me donnant ce collier. Appelez donc la police. Elle, là, sans perdre son calme, contre-attaque. Monsieur Malverton, vraiment, je me dois de répondre à pareille outrance. Je sais bien que je n'ai pas à me défendre d'une accusation aussi ridicule, mais cela pourrait nous faire gagner du temps. Elle ouvre un autre tiroir du secrétaire et en sort une liasse de papier retenue par un élastique. Un moment, je vous prie. Voyons. Voilà, c'est bien cela. Tenez, Monsieur Malverton, voici la lettre que m'a adressée en son temps la compagnie maritime qu'il employait pour m'annoncer que mon mari, le capitaine Geoffrey Gainer, avait péri en mer. Je vous serais gré de la lire tout haut, Monsieur Malverton, de façon à convaincre ce diffamateur qu'il perdrait son temps et celui de la police en portant contre moi une accusation aussi absurde. Le directeur lit donc le passage officiel. Nous avons le pénible devoir de vous informer que... Puis, il décroche le combiné sans plus attendre. Et voilà. La police m'a arrêté. J'ai été jugé et condamné pour le vol du collier de diamants. Mais cette affaire me restait partiellement obscure. Et ne pouvoir l'élucider à fond me rendait fou. Assis dans ma cellule, je me torturais les méninges à force de vouloir découvrir la vraie mentalité de cette femme. Or, un jour, je reçois une lettre anonyme. Le censeur du courrier de la prison l'a certainement laissé passer par inadvertance, croyant qu'elle émanait d'un de ces illuminés qui se font un devoir d'apporter la lumière aux pauvres âmes enfermées. Dès les premiers mots de cette lettre, j'en identifie l'expéditrice. Elle l'a, bien entendu. Voici ce qu'elle m'écrit. Je crois profondément à la toute-puissance de l'amour. J'ai foi en ses vertus curatives. Il peut effacer le mal et s'avère parfois seul capable de guérir quelqu'un d'une manie délictueuse. Mais l'on doit se garder de l'amour lorsqu'il n'est qu'un masque dissimulant une cruauté bien pire que le vol. Pour ma part, j'ai toujours usé du test que mon amour m'a légué. Et des expériences malheureuses m'ont révélé combien de mobiles laids, malhonnêtes, l'amour peut cacher sous son nom. Je n'ai pas besoin d'en lire plus. Je vois maintenant assez clair en cette chair, elle-là, pour comprendre la raison de son attitude. Certes, toute femme a besoin d'amour, mais elle-là, peut-être plus qu'une autre, pour une raison d'ordre pathologique. Elle est kleptomane, comme le souligne dans sa lettre l'expression manie délictueuse. On peut supposer que l'amour compréhensible de son mari l'avait guérie de cette obsession humiliante. Mais quand, devenue veuve, elle eut de nouveau à lutter contre ses impulsions, elle comprit que le seul remède consistait à unir son existence à celle d'un homme qui l'aime, comme l'avait aimé son mari. C'est alors qu'elle s'est mise en quête du compagnon idéal. Quand la police m'a eu arrêté, elle a dû se sentir à nouveau triste et solitaire, parce qu'une fois de plus, un prétendant s'était révélé défaillant et indigne. Pour elle, tout était à recommencer dans l'espoir tenace qu'un jour ou l'autre, quelque part, elle rencontrerait enfin l'homme qui l'aimerait comme elle voulait être aimée, d'un amour égal à celui dont Geoffrey, son mari, avait brûlé pour elle.
J'ignore les paroles exactes qu'il a pu prononcer avant de s'embarquer pour son dernier voyage, mais ce devait être quelque chose du genre: écoute, Ella, si j'ai le malheur de périr en mer, il te viendra tôt ou tard l'envie de te remarier, mais tu devras mettre l'homme à l'épreuve. Un homme vraiment épris de toi acceptera n'importe quoi et te protégera. Dis-lui, par exemple, que tu m'as assassiné. Si, malgré cela, il veut vraiment t'épouser, alors tu seras sûr qu'il t'aime vraiment. Nombreux sont sans doute les candidats au mariage qui, comme moi, se sont rétractés après avoir entendu sa pseudo-confession. En ce qui me concerne plus précisément, la malchance veut qu'Ella ait une nouvelle fois cédé à son penchant pour le vol en dérobant le collier de cette Madame Clifton au moment où je la rencontrais. Elle a dû éprouver un soulagement profond en me voyant arrêté et emmené en un lieu où je ne pourrais plus nuire à aucune femme. Et elle a dû être heureuse également de savoir que le collier, qu'elle ne pouvait ni ne désirait porter, allait être restitué à sa propriétaire, sans bruit, sans scandale. Il est néanmoins une chose que je discerne et qu'elle ne voit pas. Je suppose devoir cette clairvoyance au fait que je suis un homme et que je ne suis pas, comme elle, aveuglé par cette quête du grand amour. Jeffrey, mari aimant et plein de sollicitude, a légué à sa veuve un test propre à rebuter n'importe quel homme au monde. Il a voulu s'assurer qu'elle ne se remariera jamais, que nul autre ne profitera ni de sa femme, ni de sa fortune. Il l'aimait vraiment, mais jusqu'à un certain point. Ella ne soupçonne donc pas les intentions secrètes de son mari. Elle ne mesure pas la portée occulte de ce legs fallacieux, destiné à l'anéantir d'une preuve d'amour de la part d'un candidat au mariage. Il tombe pourtant sous le sens qu'aucun homme en pleine possession de ses facultés mentales n'épouserait la veuve qui, de son propre aveu, a empoisonné son mari. Non, elle est obnubilée par le respect dû aux dernières volontés du cher disparu et par l'inébranlable conviction que seul le désir de l'assister par Delal Trépas animait ce cher Jeffrey, et surtout qu'il l'aimait réellement. Mais dire que je suis bouclé ici. Je voudrais pourtant bien rendre la monnaie de sa pièce à cette délicieuse Ella. À un certain moment, j'ai même songé à lui écrire pour lui dévoiler les véritables mobiles de son mari. Mais je me suis ravisé, parce que, à supposer que je le fasse et qu'elle me croie, elle ne s'estimerait plus alors tenue moralement de mettre en fuite une nouvelle série de prétendants en les soumettant à cette épreuve plus qu'éliminatoire, à ce soi-disant assassinat. Mais je suis sûr qu'ainsi placé sous de meilleurs auspices, son remariage ne tarderait pas. Après tout, elle l'aurait vraiment trop belle par rapport à moi. Car voici comment je vois les choses. Moi, je suis en prison. Pourquoi ne le serait-elle pas, elle aussi? Après tout, n'est-elle déjà pas en prison dans la luxueuse réclusion dont son mari a emporté la clé dans l'autre monde? Trouvera-t-elle jamais un homme assez fou, assez courageux ou inconscient pour l'épouser quand elle lui avouera, même si c'est faux, qu'elle a tué son premier mari? Ainsi, privée d'amour et de garde-fou, sa kleptomanie reprendra le dessus. Et avec un peu de chance, elle se fera prendre. Il y a tout de même une justice en ce bas monde. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui La veuve d'Éphèse de Margaret Manners.